Donc je vais parler de réalité virtuelle, un sujet qui déchaîne les passions, qui intéresse plein de gens. J'ai apporté un DK2. Je sais pas si je pourrais vous faire tester un truc intéressant parce que j'ai mon petit laptop. Donc le DK2 il va pas trop aimer, on va en reparler, mais je pourrais vous faire tester quand même. Je vais vous montrer que ça marche. Je vais parler de réalité virtuelle sur le web et surtout je vais vous montrer ce qui est a priori la première démo, le premier jeu en réalité virtuelle fait 100% avec du standard du web. Donc ça veut dire que ça va être avec des trucs exotiques. C'est pire que hipster, c'est pas de la nightly build, c'est du truc sur un dépôt à l'arrache FTP ou un Google Drive, donc c'est encore plus hipster que nightly, mais ça marche. Voilà. Et donc si vous avez un DK2, vous pourrez tester chez vous. Rapidement pour rappel, notre obsession quand on construit Minko, c'est de fournir une plateforme pour faire de la 3D partout. Et donc 3D partout, ça veut dire Windows, Mac, Linux, Android, iOS et HTML5. Et le but, c'est de faire tout ça avec la même base de code. Et donc avec les mêmes apps. Et de faire une app et la déployer partout. Et la réalité virtuelle, elle fait pas exception. Donc ça veut dire qu'on veut pouvoir build une app DK2 sur Windows, par exemple, la déployer sur le web juste en la recompilant en HTML5, d'obtenir du code JS et de pouvoir avoir la démo qui tourne donc avec WebVR, dont je vais parler un petit peu après. Et donc notre principe toujours c'est de développer une fois, utiliser partout. Donc pour vous montrer, donc je vais commencer par remontrer la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure pour aller un peu plus dans le détail et vous expliquer ce qu'on a fait et comment ça marche. Donc je vais skipper cette partie-là. Ok. Donc ici, ce qu'on voulait faire pour rappel, c'était retrouver en fait l'expérience qu'on avait dans le film Iron Man. Et donc, comme on n'a pas d'hologramme encore, enfin si vous en avez un, vous me l'amenez pour qu'on l'intègre, mais je suis impatient. Mais pour l'instant, on n'en a pas, donc on a fait semblant d'avoir un hologramme. Et donc pour ça, c'est simple, on a mis les gens dans une pièce virtuelle où il y a un hologramme. Ok. Ce qu'il faut comprendre avec la réalité virtuelle, c'est que à appréhender, c'est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. Et en fait, dès qu'on va creuser, qu'on va faire une vraie app, ça va tout de suite devenir très très compliqué, très très spécifique. J'y viendrai dans le détail. Mais pour comprendre de base ce que c'est un Oculus Rift ou ce qu'on appelle un HMD, donc un Head Mounted Display, donc un casque de réalité virtuelle, c'est ni plus ni moins qu'un écran qu'on va mettre devant vos yeux pour cacher la vraie vérité, la vraie réalité dégueulasse, etc., etc., avec des jolis pixels tout colorés, qui vont par exemple vous faire croire que les hologrammes ça existe. Salaud. Et donc c'est ni plus ni moins qu'un écran, avec en plus du tracking, donc en utilisant différents capteurs, notamment un accéléromètre, qui va pouvoir en fait adapter du coup ce qu'on voit dans l'écran en fonction de l'orientation et maintenant même de la position de votre tête. Okay, donc finalement ça paraît assez simple, c'est comme n'importe quelle caméra dans n'importe quel jeu, par exemple si on parle de jeu, la différence c'est que l'écran n'est pas le même et que la technique de rendu est un peu différente et qu'elle amène des contraintes assez rapidement. Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est ça qui va être intéressant, c'est ces contraintes-là, comment on peut les lever et qu'est-ce que ça implique pour les designers, pour les développeurs et notamment pour du WebGL. Donc ça c'est une démo qu'on a fait à Future en scène. Le but c'est de montrer comment la réalité virtuelle et les nouveaux devices comme l'Oculus Rift ou le Leapmotion permettaient aux gens de pouvoir appréhender les 3D, notamment la 3D, notamment les maquettes virtuelles, sans avoir aucune formation. Donc le but c'est de montrer qu'avec le Leapmotion, les gens pouvaient manipuler directement les objets avec leurs mains. Donc ça c'est fait avec le Leapmotion, le SDK2 qui est encore en bêta je crois, qui n'est pas tout à fait sorti. Qui permet donc d'avoir vos mains et maintenant vos bras aussi traqués avec une assez bonne précision, donc ça veut dire qu'on a chaque phalange, leur position, leur orientation. Donc on arrive à faire ce genre d'expérience. Et donc dans Minko, dans le moteur 3D, ce qu'on propose, c'est un plugin qui quand vous développez avec du Leap, ça va marcher sur le web et ça va marcher en natif par exemple, directement sans que vous ayez rien à changer. Donc notre obsession encore une fois c'est de wrapper des SDK, wrapper des bibliothèques et faire un SDK où on développe une fois et ça marche partout, même des choses un peu extrêmes comme la VR et le Leapmotion. Le Leapmotion, donc c'est pour le côté préhensible des choses et le côté intuitif. Et ce qui est intéressant ici avec l'Oculus VR, c'est que les gens voient la profondeur et voient vraiment en 3D. Alors pour le coup, on s'est rendu compte, c'était intéressant qu'un hologramme, c'est vraiment le truc qu'en fait on voit pas du tout en 3D. Donc c'était un très mauvais choix, on n'aurait pas dû faire cet affichage-là, parce que c'est très dur en fait de se rendre compte du volume d'un hologramme. Et donc du coup c'était un mauvais choix, mais ça n'empêche que les gens voyaient bien en fait leurs mains en fait en profondeur et savaient bien si leurs mains étaient loin ou près.
et assez vite, ils arrivaient à se repérer dans un espace 3D et à prendre des objets, les déplacer et les mettre autre part. Donc, on parle beaucoup du mythe du bureau Windows en 3D. Ça arrive quand, David? Faut faire des annonces pour Windows 10 peut-être. Et là c'est comme si on avait une sorte de bureau virtuel où je peux prendre les objets, les déplacer et arranger en fait ma scène comme je le voulais en 3D. Et donc les gens s'en tirent plutôt bien. On a essayé il y a 2 semaines à la fête de la science, je crois que c'est il y a 2 semaines, ouais, avec un enfant de 5 ans. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que l'enfant de 5 ans, il arrivait très bien à prendre les objets. La plus grosse difficulté, c'est que la table était trop haute pour lui, donc il n'arrivait pas à passer la main au-dessus du lip. Et finalement, une fois qu'il avait réussi à passer la main au-dessus, c'était le plus facile. Et donc c'est encore une fois le monde physique qui bloque les gens et qui bloque les enfants. Donc mettons-leur tous un Oculus à la naissance et ce sera réglé. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est 2 choses. C'est une plateforme pour distribuer des maquettes virtuelles et les voir en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, notamment sur le web et les mobiles. Et c'est aussi le SDK pour développer cette plateforme. Donc Minko, c'est aussi un moteur graphique, comme je l'ai évoqué. Donc c'est un moteur 3D qui est gratuit et qui est open source, que vous pouvez récupérer sur GitHub, qui est implémenté en code natif. Et je vais expliquer pourquoi c'est un vrai bénéfice pour la réalité virtuelle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fait du code C++. Je vais revenir en détail comment on fait. Mais c'est du code C++. Je vais vous montrer que le code C++, c'est pas si sale que ça, en fait. Et qu'on peut arriver à faire des choses très très bien, très très rapidement. Donc l'argument JS, c'est bien parce qu'on peut faire des choses rapidement. Il va, je pense, tomber quand je vais vous montrer ce qu'on a fait ce week-end, en 2 jours. Enfin, je vous laisserai seul juge, mais moi je trouve que, quand même, voilà. C'est peut-être un petit peu subjectif. Donc dans le moteur, il y a plein de plugins qui vous permettent de faire de la physique, qui vous permettent de charger plus de 50 formats de modèles 3D. Il y a plein de choses différentes. Tout à l'heure, la présentation très intéressante tout à l'heure, c'était sur GLSL.io. Donc comment faire des transitions, combiner des shaders GLSL, etc. etc. Donc dans Minko, par exemple, on a une solution pour qu'est-ce qu'on appelle des effets, qui permettent de combiner différents shaders, faire différentes passes, standardiser en fait les input-output entre le moteur et la carte graphique, etc., etc. Pour que les gens qui développent des effets graphiques n'aient pas à faire du C++ et inversement, par exemple. Donc avoir un vrai workflow, développement graphique, enfin programmation graphique et programmation native. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes dans le moteur. On fait aussi du server-side. Donc c'est plutôt cool, par exemple, quand vous avez une application WebGL et qu'il faut la faire tourner sur iPad, ça ne marche pas. Donc nous on peut faire une application native, mais le client ne le veut pas forcément. Alors maintenant ça marche, mais il y a encore 3 semaines ça marchait pas. Et c'est pas dit que ça marche aujourd'hui, franchement, mais ça devrait marcher. Et donc ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on peut générer avec le même code en fait, on va avoir une application serveur qui va générer des rendus et les envoyer en fait au navigateur. Donc on peut générer des images ou des vidéos à la volée qui vont être envoyées au navigateur, et c'est le même code côté serveur et côté client. Donc ça c'est une des premières vertus du code natif. Et j'y reviendrai un petit peu en détail après. Tu fais tout server-side et t'envoies une vidéo? Un streaming? Alors là, ce qu'on faisait, c'était juste du rendu de JPEG, mais concrètement, oui, parce que avec le projet, avec Mesa OS, donc en gros l'implémentation OpenGL server-side, voilà. On peut en fait faire du rendu maintenant avec des perfs qui approchent le 30 images par seconde, même sur un CPU, donc sans GPU, sans rien, sur un serveur lambda dans le cloud, avec un bon CPU. Et donc tu pourrais après piper de l'encodage de vidéo à la volée avec FFmpeg, etc. et envoyer un flux vidéo, ouais. Donc ouais, c'est possible. Avant LLVM-Pipe, avant OS Mesa de novembre 2013, on pouvait pas, parce que ça prenait 300 ou 400 millisecondes pour une image. Et depuis, les modifications qu'on fait Intel, c'est 30 ou 40 millisecondes, sur la même machine en tout cas quand on a testé. Voilà, donc ça devient possible de faire du GPU sur le serveur avec un CPU, avec du code natif qui recompilé tourne dans le navigateur. Donc faire des apps vraiment universelles. C'est pas pour attaquer Microsoft, hein, mais des apps vraiment universelles. Vraiment universelles. Comment on fait ça? Donc on utilise Mscripten. Parce que notre volonté, c'est d'utiliser du code C++ qui tourne partout et de voir l'environnement web comme un environnement pour mettre nos apps ou mettre notre contenu et pas un environnement pour développer, ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. On utilise C++ 11 qui est le dernier standard donc validé et qui est vraiment sorti de C++. Pour plusieurs raisons. La première, c'est standard, donc c'est cool. Pendant 5 ans ou 6 ans avant, on a fait du Flash. Et concrètement, aujourd'hui, le fait d'être complètement indépendant de n'importe quel vendeur ou quoi, c'est un truc que seuls les standards peuvent apporter, comme JavaScript, mais aussi comme C++ 11.
Donc C++11, ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible avec C, C++, Objective-C. On va faire de l'Android, on va faire de l'iOS avec exactement le même code. On va même faire du Windows Phone maintenant avec du C++11. Donc il y a vraiment, on peut tout faire directement. Parce que c'est récent, pardon. Parce que c'est récent. Parce que c'est depuis Windows Phone 8.1 où on peut faire du Angle et du C++11. C'est un troll, quoi. Mais oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'ajouts dans C++11, je ne vais pas entrer en détail, mais qui font que ça ressemble, enfin, ça a hérité de choses qu'on fait dans le langage de script, comme l'ActionScript ou le JavaScript. Donc, par exemple, les closures ou les lambda, donc pouvoir déclarer des fonctions inline. Je vous montrerai un petit peu de code éventuellement après si c'est intéressé. Mais ça me permet, par exemple, de réagir à un event quand je clique, quand j'appuie sur une touche ou un truc comme ça. Donc, je peux avoir des API basées sur des events, ce qui avant était excessivement difficile à faire en C++. Et mieux encore, c'est que comme le C++ est strictement typé, et bah, par exemple, mes events et tout ce que je passe à mes fonctions, à mes lambdas, c'est strictement typé. Et concrètement, en C++, une lambda, ça coûte 0. Alors qu'en JS, c'est le genre de truc qu'on veut absolument éviter pour la mémoire et pour le compilateur. Alors qu'en C++, ça coûte 0. Tout ce qui est type inference, avec des gros guillemets autour, mais en gros, si vous avez déjà fait le C++, vous savez que les types sont longs comme ça. Donc on peut facilement dépasser les 120 caractères avec un type C++. Donc maintenant, on marque auto, et on laisse le compilateur se démerder. Et les share pointers qui permettent de automatiquement manager la mémoire, en quelque sorte, si on veut résumer. Sauf que si un mec qui fait vraiment du C++ et qui a une grosse barbe m'entend dire ça, il va me tuer, mais pour faire simple, c'est un peu comme un garbage collector. Et donc là, en fait, on a les 3 trucs qui étaient les plus chiants avant C++, enfin, parmi les trucs les plus chiants qui sont réglés avec C++11. Donc ça devient un langage très intéressant pour produire des vrais trucs et pas juste des choses qui mettent 3 ans à construire. Donc Emscripten, c'est le projet fait par Mozilla. Okay. Merci Mozilla. Il y en a d'autres, mais nous on utilise celui-là. On est agréablement surpris par comment ça marche en fait. C'est-à-dire qu'entre votre code natif avec un cube qui tourne en OpenGL et votre cube qui tourne en WebGL, on a mis une demi-journée. Donc c'est juste changer de compilateur et voilà. Après, pour que ça marche vraiment en prod, dans la vie de tous les jours, c'est un autre problème. Mais grosso modo, c'est quand même un outil qui est extrêmement performant, qui imite comment marche un compilateur C++. Donc si vous avez déjà un build system C++, ça va assez rapidement à brancher. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va binder directement OpenGL sur WebGL. Donc a priori, si vous avez du code OpenGL valide, ça va directement marcher avec du WebGL à la place. Donc c'est assez rapide. Il y a un système de fichiers virtuels qui vous permet en fait, quand vous faisiez des files open, trucs comme ça en C, d'avoir un comportement logique en JavaScript. Et on peut faire des bindings entre C++ et JavaScript pour pouvoir faire des API JS ou appeler du JS. Ce qui est intéressant surtout avec Emscripten, c'est que comme on part de C++, on va avoir des performances qui sont complètement différentes du code JS écrit à la main. Pourquoi ? Il y a différentes raisons, mais la première c'est que le code C++, il applique beaucoup de contraintes que du code JS n'applique pas. Et donc on va pouvoir faire beaucoup d'optimisation à la compilation, contrairement à JS, où quand on doit compiler JS, il faut aller le plus vite possible parce qu'il faut servir la page web. Donc là en amont, au moment de la compilation, on peut faire beaucoup d'optimisation au moment de la compilation et du linkage, et qui sont basées sur des choses que seul C++ supporte, enfin que C++ supporte et que JavaScript ne supporte pas. Ouais. Le Virtual File System, c'est un truc entre guillemets propriétaire ou c'est l'HTML file system qui propose? Alors, je sais comment ça marche. En gros, tu vas lui dire, quand tu fais mon app.js, package tel répertoire dans un point data, et ce point data, ensuite, il va le charger directement quand l'application se lance, et quand tu vas essayer d'ouvrir un fichier avec file open en C, ça va les piocher dans cette mémoire qui a été faite. Au niveau API JS, avec quoi ça interagit? Au niveau du navigateur, je ne sais pas trop. Mais ça te permet en fait d'émuler un file system qui est en gros préchargé en même temps que l'app. Ce qui est très pratique pour porter du code existant. Donc comment ça marche concrètement? Donc avec un exemple avec Minko. Donc Minko, en fait, il y a le code de l'application, par exemple, qu'on est en train de développer. Il y a le code de Minko, généralement c'est le code du framework, donc le moteur 3D, avec tous ses plugins. Et en fait, tout ça c'est du code C++11. La première étape, ça va être d'obtenir pour chaque fichier dans chaque projet le fichier équivalent, mais compilé en JS. Alors c'est pas exactement du JS, c'est du bytecode LLVM. Et ensuite, il y a une deuxième phase assez logique, enfin comme dans toute phase de compilation, en fait, qui est le linkage.
Donc je prends tous mes fichiers de bytecode et j'en fais un application.js, enfin une app en JavaScript avec du vrai code JS qui va pouvoir être tourné dans le navigateur directement. Okay, donc ça marche ça marche vraiment pratiquement comme ça marche comme un compilateur normal en fait. Donc chez nous, le choix du C++, il s'est fait principalement pour des raisons de performance. Vous allez voir les benchmarks après. En gros, quand on fait une application 3D ou une application de réalité virtuelle, et ça va être le deuxième sujet, la deuxième partie de la présentation, c'est que généralement, c'est des sujets relativement gros, où il y a beaucoup d'attentes sur la qualité, sur les performances et sur le contenu qu'on va vouloir gérer. Donc généralement, on a des équipes plus grosses. Et c'est vrai que quand on fait du C++ avec du Visual Studio, on est beaucoup plus armé qu'avec les outils qu'on a en JS. Voilà. Parce que Visual Studio, pour avoir utilisé beaucoup d'éditeurs, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais pour moi, ça reste le meilleur IDE du monde, inégalé absolument. Je dis pas ça parce qu'il est là. C'est bien, comme convenu. Un lumière. Et donc, on a fait aussi le choix du C++ pour pouvoir réutiliser l'existant. Ça, c'est super important parce que quand je faisais du Flash, ce qui me frustrait, c'est de me dire ça existe en C, en C++ depuis genre 10 balais, et moi, je vais le recoder en moins bien, et tout le monde s'en foutra. Donc, ça n'a aucun intérêt. Il y a une phrase qui dit tout ce qui peut exister en JS existera en JS. Bah, tout ce qui peut exister en C++ existe déjà en C++, donc on le réutilise et on s'emmerde pas. Donc, ça veut dire des moteurs physiques, de la réalité augmentée. Tous les trucs d'IA que vous pouvez imaginer, ça existe déjà. Et donc nous, dans Minco, on a fait un système où vous prenez votre code natif, vous en faites un plugin, ça prend 3 minutes, et ça va l'embarquer, et ça va en faire du code JS, du code iOS, directement. Donc vous pouvez prendre n'importe quel code natif et l'embarquer. Donc on travaille aujourd'hui avec différents fabricants de software de réalité augmentée, texture procédurale, etc., pour mettre leur software dans le SDK sous forme de plugin, sans qu'ils changent une ligne de code. Donc non seulement on a un moteur 3D, on a aussi un build system qui gère tout ça automatiquement. Donc les benchmarks, alors celui-là il est pas très intéressant, je pense que celui-là il est plus récent, il est plus intéressant. Donc c'est la différence entre MScripten et ce qu'on ferait avec du code JS à la main. En fait là c'est plutôt la différence entre du code ASM.js, donc le code qui est généré par MScripten, et du code JavaScript ou du code ASM dans d'autres navigateurs. A priori c'est ça. Donc ASM, c'est en gros, donc c'est l'assembleur JavaScript entre guillemets, qui n'est pas du tout l'assembleur, mais c'est un subset de JavaScript qui va en fait utiliser seulement les parties du langage qu'on sait comment elles vont être interprétées par le compilateur et donc qui vont pouvoir être optimisées le mieux possible. Donc j'ai pas mis d'exemple ici parce que c'est pas le sujet et que c'est extrêmement barbare à lire et que ça intéressera pas grand monde à part ceux qui savent déjà comment ça marche derrière. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que grâce aux optimisations possible sur le C++ et à la sortie qu'on a en ASM.js, on a des perfs très différentes. Donc, bon là par contre, désolé, Visual Studio, mais bon là je peux rien faire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes choses. Donc, Box 2D, c'est un moteur 2D, Bullet, c'est un moteur 3D, donc utilisé pour des films, pour des jeux PS3, PS4 même. Zlib, c'est la lib qui fait des points zip, et Lua, Lua Binary Tree, ça doit être une implémentation d'arbre binaire en Lua, donc un langage de script. Donc la VM Lua, codée en C, qui va être cross-compilé en JavaScript, JavaScript évalué dans une virtual machine, dans le navigateur, en code natif. Le plus marrant, c'est quand vous avez une lib de binding statique entre Lua et C++, alors que C++ est cross-compilé en JS, qui évalue la VM Lua en C, qui elle-même exécute du code Lua dans un navigateur natif. Là, ça commence à être... voilà. Donc vous voyez bien la différence de performance. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que on arrive, dans les meilleurs cas, à avoir entre 1,5 et 2 fois les performances du natif. Ça veut dire que c'est à peine une fois plus lent que le natif. Okay, donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide. Et c'est beaucoup plus rapide que du code JS écrit à la main. Sans transition, enfin si un peu, je vais parler de WebVR, parce que maintenant qu'on peut afficher de la 3D, nous ce qu'on s'est demandé c'est comment on allait pouvoir faire la réalité augmentée, la réalité virtuelle, pardon, et notamment utiliser l'Oculus Rift pour faire la réalité virtuelle. Maintenant que j'ai un super SDK qui peut afficher de la 3D en WebGL, comment est-ce que je peux utiliser la réalité virtuelle sur le web? Le plus gros problème qu'on a, c'est que c'est du hardware, et qu'en gros, le navigateur, c'est une sandbox qui est bien isolée du hardware, et c'est tant mieux. Il y a différentes solutions. La première, c'est... Oh, il manque un T. C'est en fait d'avoir un petit serveur en local, qui va en fait utiliser l'API de l'Oculus, et renvoyer via une WebSocket au navigateur, sur localhost, les données d'orientation et de position de l'Oculus. Okay, tout le monde voit comment ça marche, un peu l'Oculus, avec ce que j'expliquais avant. Donc on a besoin de l'orientation de la tête, et de sa position par rapport à un marqueur, par rapport à une caméra qui est en face.
Et donc le serveur WebSocket va renvoyer une orientation et une position. Il y a une autre solution qui consiste à passer par un plugin dans le navigateur. Toutes les solutions en fait, qui font ça aujourd'hui, elles utilisent la NP-API, qui est deprecated depuis quelques mois, et donc a priori, c'est pas des solutions viables. Donc on se retrouve bien embêté. Donc là, j'ai mis dans les slides, vous pourrez les consulter, une petite reco en fait sur les différents plugins ou de solutions pour faire de la VR dans le navigateur. Et vous verrez qu'en fait, notamment à cause du passage au DK2 et de la déprécation de la NP-API, en gros, il ne reste pas grand-chose. Et le truc qui reste, c'est WebVR. Et WebVR, c'est ce truc qui reste, ça tombe bien, parce que c'est une tentative de Google et de Mozilla de commencer à créer, à imaginer un futur draft, donc je mets des précautions, hein, un futur draft sur comment on pourrait récupérer justement l'orientation et la position d'un casque de réalité virtuelle dans le navigateur en JavaScript, et comment on pourrait aussi faire le rendu associé. Je vais y revenir. Donc le but, c'est d'avoir de la réalité virtuelle dans le navigateur. La plupart des solutions, soit elles demandent d'installer une app client, donc ça n'a aucun intérêt, parce que quand je suis dans le web, je ne veux pas demander aux gens d'installer une app. S'ils installent une app, ils n'ont qu'à installer la mienne, et c'est réglé. Donc aucun intérêt. Ou alors, c'est utiliser une API, c'est déprécié. Là, j'ai mis les liens si vous voulez récupérer les navigateurs en question. Donc quand je vous dis que c'est dark, hein, c'est dark. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une vraie nightly, vous pouvez les récupérer. Donc là, en l'occurrence, c'est sur les Google Drive et les FTP perso de gens de chez Mozilla et de chez Google. Donc c'est vraiment des trucs distribués à l'arrache, mais qui sont fonctionnels. Alors nous, on a beaucoup travaillé avec, désolé, la version Chrome, mais vous allez voir que l'API normalement est sensiblement la même, voire exactement la même aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment marche l'API, puis après je vais vous montrer un exemple, et je vais vous faire du feedback sur comment on a bossé, ce que ça donnait, etc. Donc WebVR, la première chose qu'on va faire, c'est que sur la window, on va aller utiliser une méthode qui s'appelle getVRDevices. Donc cette méthode est définie, en fait, ça veut dire que le navigateur supporte WebVR, et que donc on va pouvoir aller lui demander quels sont les HMD. Donc HMD, c'est les casques de réalité virtuelle qui sont disponibles. Donc ça, c'est asynchrone, donc ça se fait via le passage d'un callback. Ce qui est intéressant, en fait, déjà, c'est qu'à partir de là, si la méthode n'existe pas, on peut savoir qu'il y a pas WebVR et s'adapter. Donc c'est déjà un premier bon point. Dans le callback, en fait, on va faire deux choses. Donc là, vous avez juste deux boucles for en fait, qui vont itérer sur le résultat qu'on passe au callback. On va récupérer deux choses, en fait, dans ce callback. C'est, d'une part, les HMD, donc c'est considéré comme du display, les écrans, quoi, en quelque sorte. Et après, c'est considéré comme des sensors, donc en fait, ce qui va permettre de nous récupérer l'orientation et la position. Okay, donc c'est découpé dans deux objets différents. D'accord ? Là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, l'Oculus, je combine des sensors et du display. Mais je peux avoir des sensors qui n'ont pas de display. Ok ? Des trucs haptiques, des trucs comme ça. Et donc, ça permet de découpler les deux. Ensuite, c'est assez simple. Dans ma boucle de rendu, je vais juste interroger le sensor qui m'intéresse. Donc, généralement, il n'y en a qu'un seul. Hein. Et j'utilise la méthode getState. Ça me renvoie en fait un objet JS dans lequel j'ai X, Y, Z, W. Donc c'est un quaternion, c'est une orientation en 3D. Et donc j'applique l'orientation à ma caméra, et donc j'ai mon tracking qui marche. Très très simple. Donc là c'est la partie tracking. Maintenant il y a la partie rendu. Ce qui est important en fait, c'est que quand on va faire du rendu dans l'Oculus, on va avoir ce type de rendu là. Donc en fait ce qui est dans l'écran de l'Oculus, c'est ça. Là on a le rendu pour l'œil gauche, là on a le rendu pour l'œil droit. Le but, c'est que le cerveau va automatiquement combiner l'image de l'œil droit et de l'œil gauche, et avec les lois de la parallaxe, je vois en 3D. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça respecte comment ça fonctionne comme le cerveau s'y attend, et donc on a une vraie impression de 3D, et c'est plutôt naturel, et c'est plutôt bluffant, on a du vrai relief qui est assez saisissant. Donc, outre le fait qu'il faut gérer les sensors pour s'orienter, et pour savoir où je vais placer ma caméra, il faut aussi à la fin obtenir ce genre de rendu à l'écran. Donc, pour faciliter la tâche des développeurs, ce qu'on fait Chrome et Mozilla, c'est que, donc là par exemple, on voit la différence d'implémentation. Il y a une méthode pour demander le full screen, et quand on demande le full screen, on va aussi lui passer le HMD dans lequel on veut faire le rendu.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre en full screen, le navigateur va disparaître de votre écran, il va se mettre directement dans le HMD, dans l'Oculus Rift par exemple, il va se mettre en full screen, et il va directement faire le rendu tel qu'on s'y attend. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste rendre... Hop. Nous, ce qu'on va rendre en fait, c'est, vous verrez tout à l'heure, l'œil gauche et l'œil droit, sans la déformation qu'on voit autour. Et donc juste la moitié du viewport pour l'œil gauche, la moitié du viewport pour l'œil droit. Et quand on passe en full screen avec cette méthode-là, il va directement appliquer la déformation qu'il faut pour afficher en VR. Donc ce qui est sympa, c'est qu'ils ont limité le travail développeur en disant, bah, tu as juste à rendre l'œil gauche d'un côté et l'œil droit de l'autre dans ton back buffer, donc c'est assez rapide à faire. Et nous, on s'occupe de la déformation. Le problème, en fait, avec cette méthode-là, c'est que du coup, si on veut, au passage, appliquer un post-process sur l'image, par exemple, je sais pas, du Sepia ou du HDR ou n'importe quel post-process qu'on fait d'habitude, dans un jeu, par exemple, bah, du coup, on aura une passe de plus, parce qu'on va faire notre post-process, et ensuite, ils vont rendre la déformation avec un deuxième post-process. Alors que si on avait la main sur ce rendu-là, on pourrait en fait combiner les deux directement, faire la distorsion de l'Oculus, et en même temps retraiter la couleur de chaque pixel directement. Donc ce mode de rendu-là est très pratique pour développer, on l'a utilisé, mais a priori, je pense que quand on va développer un jeu qui aura du post-processing sur l'image, on va jamais l'utiliser, et on va plutôt implémenter sa propre distorsion directement. Alors il est question dans WebVR de pouvoir rendre directement les pages HTML, CSS, et d'avoir des propriétés CSS pour que ce soit traité directement et que les pages s'affichent en réalité virtuelle. Je ne sais pas trop ni comment ça pourrait se représenter, ni quelle drogue ont utilisé les gens qui... Mais ça peut être un truc. Voilà, mais c'est pour vous dire que le fait que le navigateur gère de lui-même la déformation, ça peut avoir un intérêt, parce que quand je fais une page HTML, je n'ai pas envie de gérer ce genre de choses. Voilà. Donc ils le font à notre place, et c'est plutôt cool. Donc comment on peut utiliser WebVR dans Minco? Alors le premier élément, c'est que quand on va vouloir faire de la VR, il faut toujours demander un FPS de 120. Il faut demander du 120 Hz, parce que le but c'est qu'on rende à 60 Hz dans chaque œil, grosso modo. Donc pour ça, on va demander 60 FPS, et en gros on aura 60 FPS pour l'œil gauche, 60 FPS pour l'œil droit. Dans le navigateur aujourd'hui, je pense pas qu'on ait 120 FPS aujourd'hui. Ça n'empêche que demander 120 FPS, ça fait quand même une grosse différence dans la fluidité et dans le rendu de l'app. Donc il faut le faire quoi qu'il en soit. En natif, généralement, on atteint les 120 FPS sans problème sur les jeux simples. Sauf sur Assassin's Creed où il y aura 30 FPS et il paraît que c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous avez vu, c'est filmique, ça fait vraiment cinématique les 30 FPS. Ça coûte aussi beaucoup moins cher. Voilà. Donc ce qui est important en premier, c'est toujours demander un FPS 120 ou supérieur. Ensuite, donc là c'est du code C++. Comme vous voyez, c'est pas si horrible que ça à lire, a priori. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire s'il y a un HMD détecté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à notre nœud caméra dans la scène un composant Oculus VR Camera en lui donnant la taille du canvas en fait et le Z-near, le Z-far, donc la distance de vue pour ma caméra. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que ça c'est ma scène. Donc j'ai mon nœud en fait de ma scène qui va me servir de caméra. Donc comme ça, quand je déplace ce nœud, ma caméra bouge. Okay, et après, j'en ai rien à faire, que ce soit une VR caméra ou une caméra normale, ou c'est pas mon problème. Donc j'ai un nœud qui va représenter ma caméra dans ma scène. Quand dessus, je vais mettre un composant Oculus VR Camera, ce composant, il va s'occuper d'ajouter deux autres nœuds. Et en fait, chaque nœud, ça va faire un œil. L'œil droit et l'œil gauche. Donc chacun de mes nœuds qui va représenter un œil, il aura sur lui trois composants. Il aura une perspective caméra qui va permettre de gérer justement le rendu de cet œil avec une perspective donnée. Un renderer qui va permettre de faire du rendu, parce que dans Minco, le fait d'avoir une caméra et de faire du rendu, c'est deux choses séparées. Donc ça, c'est le renderer qui va s'occuper de rendre l'image de l'œil gauche, par exemple. Et une transform qui va servir en fait à ce que dans la scène, l'œil gauche et l'œil droit soient écartés de ce qu'on appelle la distance interpupillaire, donc 6,1 à 6,4 cm généralement. Donc ça va placer les deux caméras dans le repère du monde avec une distance qui est équivalente à l'écart entre les deux yeux. Okay, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu de choses près, en fait, on ne change pas comment le moteur 3D fonctionne. On va juste lui dire, tu vas faire un rendu avec l'œil droit, un rendu avec l'œil gauche. Donc on peut réutiliser des composants existants et faire un rendu dans chaque partie de l'écran et ensuite passer à la déformation. Donc ça, en fait, le framework le fait pour vous, ils n'avaient rien à faire. Et ensuite, ce composant-là,
Selon si vous êtes en code natif ou en JS, il va l'interroger WebVR ou l'API Oculus directement, et pour adapter l'orientation de votre tête. Donc, je vous propose de faire une démo. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer la démo dans le Rift parce qu'il y a beaucoup de latence. Mais si tu es prêt à prendre un peu de latence dans la tête, tu peux essayer. Cobalt, c'était un film en plus sur. Bien joué le jeu de mots. Le cobaye. C'était tout à fait volontaire. Bien sûr. T'as pas vu? T'étais avec Non. le mec qui faisait James Bond par là. Quoi? Le cobaye. Ouais. Lequel James Bond? Le beau gosse là. Pierce Brosnan. Ils sont tous beaux gosses. J'ai jamais essayé un Oculus Rift, donc si en plus ça va C'est être- vrai? Ah, Bah tu vas double bravo. Il faut préparer un sac. alors. Tu veux bien brancher ça et s'il y a une prise de une nuit? prise ici. Reste pas debout, assis-toi. Alors en fait, le maître mot quand tu fais de la VR, c'est qu'il faut que le HMD, ce que tu vois dans le HMD réagisse. Qui m'a posé la question? Ouais. Parce que le PC, à mon avis, au niveau des IO, du port USB, ou alors, je sais pas, l'application est fluide, c'est fluide, mais quand tu bouges, il y a un peu de retard en fait. Si tu le mets sur un autre PC, les ports USB, je sais pas, ça marche beaucoup mieux. Généralement, les laptops sont très mauvais avec le Rift. C'est valable avec le DK1, mais c'est bien pire avec le DK2. Ah ouais. Non, parce qu'il fait pareil sous PC, j'ai testé avec des Alienware, etc. Et à moins que vous ayez un hardware surpuissant, ça ne marchera pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer la démo aux gens, parce que quand je branche l'Oculus, je peux pas avoir l'écran en même temps. D'accord. Donc là, je vais montrer. Et ensuite, tu pourras essayer. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est un projet qu'on a fait ce week-end. Donc on l'a commencé vendredi soir, on l'a fini ce matin à 6h. Que pour nous. Que pour toi. Non, pas que pour vous, parce que c'est en ligne, et vous pouvez aller le tester si vous avez un DK2 directement en ligne. Juste, je vais vous montrer la version Windows, en espérant que la VR se lance correctement. Je suis sous Windows, ouais. Donc là, DK2 n'est pas détecté. Là, je vais vous montrer au moins le jeu de base. Donc, vous vous rappelez de Jurassic Park? Il y a une scène où il y a un T-Rex qui court après une voiture. Et ben, on a essayé de reproduire la même scène en fait dans l'Oculus Rift. Et si je regarde derrière, vous voyez qu'il y a un T-Rex énorme qui vient de me manger d'ailleurs et je suis mort. Donc là, normalement, si on met le son, on entend le William Scream. Je vais remettre avec le son. Ce crash est parfaitement normal. Non, mais sans déconner, c'est normal. Ok. Donc, vous voyez qu'il y a du son. Donc là, c'est une application native. Vous allez voir que normalement, le son est même calé avec les animations du T-Rex. Ok. Donc le but du jeu, c'est juste d'échapper le plus longtemps possible au T-Rex. Il n'y a rien au bout, hein. Vous mourrez forcément à la fin. Donc là, vous avez en vert le compteur en fait de score. Et donc c'est juste d'aller le plus loin possible. Quand vous prenez des branches, vous ralentissez et vous faites gober par le T-Rex. Si le T-Rex est derrière vous quand il attaque, vous vous faites gober par le T-Rex. Il n'est pas très amical. Voilà, donc un truc très simple où juste ce qu'on voulait, c'est que les gens flippent à l'idée du fait qu'ils allaient se faire bouffer par un T-Rex. Voilà, en reproduisant l'expérience du Jurassic Park. Donc, pour utiliser la version VR, ce qu'il faut faire, c'est donc utiliser une version de Chrome spécialement prévue pour ça, qui est normalement ici. Donc c'est une bulle de Chromium pour Windows. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller directement sur le jeu en ligne. Donc normalement il est en cache, donc ça va aller assez vite. Donc là c'est exactement le même code sans avoir changé une seule ligne. Alors le problème c'est que là ça va être très foncé parce que j'ai pas retouché les couleurs. Donc je sais pas si on va voir, ouais on voit rien. Donc je vais prendre une version locale. Donc là je vais dans mon truc fraîchement compilé. Donc là au passage, le mec qui met du suspense quoi. Reviens en arrière.
Là, on voit justement le fichier point data qui a été généré avec le file system virtuel. Parce qu'on avait la flemme d'aller chercher les fichiers les uns après les autres en HTTP. Donc le point data, en fait, ici, il va combiner tout ce qu'il y a dans le répertoire A7. Et là, ça fait 24 mégas. Ok. Ici, le point JS, c'est notre code natif compilé. Donc il fait 3,8 mégas en JS, mais gzip, ça fait quelque chose comme 400 ou 500 kilos. Donc finalement, c'est assez rapide à télécharger. Le plus gros, c'est les 24 mégas qui sont à côté, qui sont aussi gzip, qui font 20-21 mégas. Donc effectivement, la taille du binaire, elle est tout d'un coup beaucoup moins importante. Le point même ici, c'est intéressant aussi. C'est le fichier en fait qui va contenir l'état de la RAM quand l'application va se lancer. Et donc c'est chargé directement avec l'application aussi. Donc normalement ici, j'ai retouché les couleurs pour que ça passe mieux sur le vidéoproj. Donc on aura exactement le même rendu qu'on avait en natif juste avant. À la différence près que là, l'Oculus sera activé. Donc on va voir en fait ce qui s'afficherait dans l'écran de l'Oculus s'il était branché. Voilà. Donc là, l'Oculus n'est pas détecté pour l'instant, donc je peux juste me déplacer avec les flèches. Et après, le but évidemment, c'est que je m'oriente dans la voiture en fonction de la position du HMD. Donc je puisse regarder autour de moi, derrière, etc., etc. Donc là ici, vous avez vu avant, j'avais un rendu pas déformé en natif. Et là, j'ai un rendu déformé. Et c'est le navigateur qui le fait pour moi. Je me suis contenté de rendre une image dans le droit, une image dans le gauche, et ça a fait la déformation tout seul pour afficher comme ça. C'est toi qui dois splitter, qui choisis où est-ce que tu splits sur ton rendu pour l'œil gauche et l'œil droit. En fait, la résolution elle est fixe ici. Donc en fait, tu te bases sur le fait que comme c'est fixe, tu vas directement couper la moitié de la résolution du DK2. Okay. Donc ce qui est cool aussi, c'est que... Ah, entendu. Donc ce qui est cool, c'est que tu n'as pas à gérer plusieurs tailles de HMD ou quoi. Si tu veux gérer le DK2, tu gères qu'un viewport de la moitié de la taille de l'écran. Et l'autre, pareil, décalé à droite. Okay. Là, le rendu était un peu cassé parce que comme il affiche pas dans le DK2, ça doit tout défoncer. Donc je vais essayer, je te propose de le brancher et de te faire essayer. Vas-y. Ça va? Je suis OK. Sachant qu'il y aura donc, a priori, un peu de latence. Et un peu de vomi aussi. Ça va vite arriver. Ou du cri, ou tout ce que tu veux. Je peux garder mes lunettes ou pas? Normalement, oui. Ok. Donc c'est pour savoir si je dois les enlever. Mais je pense que tu vas les enlever quand même, parce que généralement ça marche mal. Donc, ou c'est chiant, faut le régler et tout. Donc là, ça sera mieux comme ça. Juste, je vais vérifier que ça marche avant. Parce que sinon, j'aurais l'air très con quand je vais faire assez noir. Et tout. Donc, alors, déjà, ce qu'on voit, donc comme on a très très mal fait notre écran de départ, c'est que quand je. Ah non, on voit pas, ouais. Évidemment. De toute façon, personne ne verra à part lui là, donc ça va devenir un petit peu intime comme présentation. Je te propose de le mettre directement, et a priori ça marche là. Donc mets-le. Complètement, vas-y. Attends, hop, je te libère le câble. Ok. Alors, je sais pas si j'ai bien mis, c'est pas très agréable. Non, c'est pas super, c'est pas pour sortir en boîte et tout. C'est pas, si tu veux draguer, c'est pas le... Ah ouais? Enfin, tu vas choper un type de fille assez particulier, quoi. T'es prêt? Vas-y. Regarde autour de toi. Ah putain. Ah ouais, il y a un petit décalage. Tu vois? Ah. Alors comment je navigue là-dedans? Alors là, tu veux pas te déplacer, faut que je branche la caméra en plus, mais je peux le faire si tu C'est veux. un sacré bon acteur, quoi. Et il coûte pas cher en plus. Il va t'embarquer le câble. Alors, Marquer le câble, le bac et tout. je te propose que tu viennes ici et que tu essayes avec les touches pour te déplacer, parce que normalement, faut éviter le T-Rex. Hein. Ah d'accord, tu peux pas me déplacer juste en bougeant la tête en fait, Non, c'est ça? il faut que je branche la caméra. Là, t'es mort. Comment elle fait? C'est mort. On va avoir du feedback audio sur ce qui se passe dans le jeu. Acteur Studio, quoi. Je vais m'occuper, t'inquiète pas. Juste ferme les yeux le temps que je lance. Repose-toi. En fait, nous ce qu'on a fait dans la page, c'est que le canvas prend 100% de la page. Et du coup, quand on resize la page, on a la taille du canvas. Et quand on passe en full screen du coup dans le HMD, le canvas fait la taille du HMD. Mais il le... Ouais, exactement. Tu rends full screen dans le HMD. Après, savoir si on a la bonne taille parce qu'on l'a mise en dur, ou est-ce que tu aurais un vrai feedback parce que c'est en full screen le canvas, etc. Je connais trop mal l'API de full screen pour te dire que ça marche comme ça. Mais là, en tout cas, nous on a mis les valeurs en dur parce que pour le DK2, on connaît la taille en fait directement. Ok. Donc, juste. Prêt T-Rex? Faut. Excuse-moi, t'es droitier ou gaucher?
Droitier. Mais c'est peu importe. C'est celle à la droite. Ouais, mais je connais Je sais pas si t'es- ouais, ok. Juste, t'as le pavé là, droite et gauche c'est pour tourner, ok, Ok, ça droite marche. et gauche juste, d'accord. C'est parti. C'est parti. Ouais, Tiens, enculé. Ah, j'ai perdu. ah merde, pardon. Vas-y, il me déconcentre, il est en train de faire n'importe quoi. Ouais. Aïe. Ah, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf le truc. Mhm. Alors, je connais pas toute l'API WebVR par cœur, donc tu faisais que l'orientation et la position. Donc je pourrais pas te dire comment lui fait ses calculs. Je sais juste comment ils sont intégrés chez nous. Le FOV chez nous il est en dur. Ouais. Alors, le SDK Oculus, le vrai, donc pas WebVR, il va effectivement te renvoyer des informations qui sont issues d'un profil en fait, et de comment régler l'Oculus. Et donc normalement, tu peux avoir un profil pour chaque personne effectivement, en fonction notamment de la lentille qui est utilisée ou de l'écartement en fait entre l'écran et les yeux, etc., etc. Donc normalement, quand tu fais de l'Oculus natif, et donc nous c'est ce qu'on fait dans le code natif, tu vas effectivement en fait paramétrer la caméra, notamment le FOV, en fonction de paramètres envoyés par l'API Oculus. Maintenant, je ne sais pas si c'est disponible en WebVR et si c'est disponible si on s'en sert. Mais un truc qui est clairement important, enfin, en tout cas dans la doc Oculus, ils incitent vraiment sur le fait que le FOV ne doit pas être mis en dur, même si pour de vrai aujourd'hui tous les jeux mettent 110 degrés et que ça marche très bien. Voilà. Mais normalement, le but c'est effectivement qu'il y ait une gestion des profils au niveau du service Oculus. Et l'API native le gère comme ça. Ouais. Voilà, donc ce qui est. Si les gens qui veulent tester après, je vous donnerai accès à la démo. Ce qui est, ce qui est vraiment intéressant. Hop. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que là vous avez tout ce qui est important dans une expérience de VR. Vous avez du graphisme, vous avez de l'audio qui va être positionné. Donc quand le T-Rex derrière vous, vous l'entendez derrière, à droite, à gauche, etc., etc. Que c'est fait qu'avec du code natif, donc qui marche très bien sur Windows, sur un Mac ou sur Linux. Et que sans rien changer, on a exactement la même expérience qui marche dans le navigateur, avec exactement les mêmes sons, les mêmes graphismes, etc., etc. Directement. Donc, dernière partie, quand on va faire de la VR, le but c'est que ce soit de la virtual reality. Et je sais pas si vous avez marqué dans la réalité, mais quand on traverse la rue par exemple, il n'y a pas un écran de chargement qui apparaît. Ok? Ouais, je pense à toi, Half-Life 2. Dans la vraie vie, on charge pas des données comme ça au milieu. Ok? C'est pas genre je m'arrête, ça charge et je passe, ça n'existe pas ça. Imaginez, il y a un camion qui arrive et tout. Donc, on s'attend à ce que la réalité virtuelle, ça ressemble à la vraie réalité. Et ça va être une contrainte d'autant plus forte sur le web, où l'application doit être légère, et justement, elle va essayer de charger plein de trucs à la volée pour afficher des mondes potentiellement infinis. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros problème associé à comment on gère les ressources, notamment les ressources 3D, dans une application, et d'autant plus en VR, où on veut que ça ressemble à la réalité. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Voilà, c'est toutes les différentes, enfin en tout cas c'est une grande partie des résolutions différentes pour les devices Android. Donc, et donc ça c'est un cauchemar effectivement quand on veut faire de l'interface. Mais ça va ici être un avantage et je vous montrerai après pourquoi. Ce qui est intéressant avec la 3D, c'est qu'il y a des choses très inattendues. Par exemple au niveau des devices mobiles. L'iPad 2 pour les benchmarks 3D est meilleur que l'iPad 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'iPad 3, il a un écran avec une résolution beaucoup plus haute, mais un hardware qui n'est pas équivalent. Donc ça veut dire que le hardware ne suit pas par rapport à la résolution de l'écran.
Donc déjà, le premier problème, c'est quand vous vendez des projets à un client, ça fait une différence. Et quand vous allez faire votre projet WebGL, vous allez forcément retomber sur le même genre de cas, mais très souvent. Le mec qui a un écran gigantesque avec un chipset Intel qui n'a pas de driver OpenGL. Ça, c'est autre chose. Mais en gros, c'est pas si simple que ça. Et finalement, la résolution, du coup, ou plutôt la définition d'un écran, ça joue sur les performances. Et on va voir comment on pourrait s'en servir à notre avantage pour la réalité virtuelle. Est-ce que vous savez ce que c'est ça maintenant? Alors un mec, un jour, il m'a fait, ça c'est un petit rond, ça c'est un gros rond. Heureusement que c'était pas un concours, mais... Ça, c'est la différence entre un SSD, un petit SSD, et Internet, la moyenne mondiale de la bande passante Internet. Le problème, en fait, c'est que quand on va faire la réalité virtuelle, ou en fait n'importe quel projet WebGL, mais surtout la réalité virtuelle, parce qu'on veut que ça soit beau et fidèle à la réalité, on va essayer de faire passer ça à travers ça. Donc on va vouloir faire un jeu PS4 avec une bande passante qui est juste 100 fois inférieure à ce qu'on a en réalité sur le web. Et donc là, quand on a un problème de ressources, on a un gros problème de ressources. Donc comment on règle ça? Donc notre but, c'est de pouvoir faire des visites virtuelles de monde infini. Donc ça, c'est ce qu'on va atteindre l'an prochain, donc en juin prochain. On a commencé les travaux de R&D que je vais vous montrer, qui sont très prometteurs. Le but, c'est de réduire les temps de chargement. Donc si possible, que je puisse naviguer dans un monde infini, mais qu'en plus, pour y accéder, ça prenne que quelques secondes, là où ça aurait pris plusieurs heures de télécharger le monde en question. Et ce que je veux, c'est aussi pouvoir prendre n'importe quel fichier en entrée, avoir un fichier ensuite qui est compatible avec les autres plateformes. Donc du WebGL, oui, mais aussi du WebGL sur mobile ou sur Android, parce que vous savez que par exemple les formats de texture sont différents pour WebGL sur Android et sur iOS, et ainsi de suite. Donc il y a une technique très connue en jeu vidéo qui s'appelle le level of detail, qui est une technique en fait assez simple. C'est l'équivalent en 2D de prendre des grosses textures et de faire des versions plus petites, et ainsi de suite, où j'ai moins de détails, mais du coup le fichier est plus léger à charger. Donc là on voit l'approche avec un buste, et en fait l'idée c'est qu'en fonction de la distance de la caméra, on va swapper un modèle par un autre, et donc du coup, par exemple, je vais pouvoir au loin commencer à charger celui-là, puis quand je me rapproche, charger celui-là, et puis ainsi de suite. Cette technique, en fait, elle a énormément de désavantages. Parce qu'elle ne prend pas du tout en compte le fait que ça coûte de l'argent de charger les modèles. Parce qu'au final, au lieu de charger un modèle, vous en aurez chargé 4. Donc là, quand on a un problème de bande passante, on me dit, bah tu vas charger 4 fois plus de modèles, c'est un peu contre-intuitif. Et donc ça ne marche pas au final. C'est pas du tout une solution pour ça. C'est une bonne solution pour avoir moins de polygones à rendre dans l'écran, mais c'est pas du tout une solution pour économiser de la bande passante. Surtout si vous considérez que derrière, pendant que vous chargez peut-être des petits objets pour l'un, vous allez en télécharger des gros pour l'autre. Donc au final, vous allez consommer beaucoup plus de bande passante, en moyenne 75% de plus. Donc c'est pas intéressant. L'autre problème, c'est que le niveau détail, c'est très discret. C'est-à-dire qu'imaginons je vais sur iPhone, ok, et sur iPhone, je peux gérer que, par exemple, allez, pour juste l'argument, on va gérer que 700 polygones. Hop, juste entre les deux. Ça veut dire que je peux gérer 700 polygones, et ben je vais pouvoir en afficher que 600, parce que j'ai qu'un modèle à 600. Comment je pourrais faire pour dire, je peux gérer 700 polygones, file-moi 700 polygones. Mais il va pas me refaire un modèle à 700 polygones, ok? Va pas appeler un chinois qui va prendre le modèle 3D, faire un modèle à 700 et me le renvoyer en HTTP, ok? On peut pas, on n'est pas chez Amazon, ça marche pas. Ou chez Google. Ça se passe comment chez Microsoft? Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on a implémenté une solution qui s'appelle le Progressive LOD, que je vais vous montrer, et qui a des avantages absolument incroyables. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'envoyer des modèles différents, on va juste envoyer des polygones, des chunks de polygones, donc des ensembles de polygones, et chaque chunk de polygones, associé au polygone d'avant, va permettre d'avoir plus de définition à l'écran. Parce que généralement, quand on dit je t'envoie des bouts de polygones, je vais t'envoyer par exemple la jambe droite, puis la jambe gauche, et puis le torse, etc. Donc on a l'idée que le modèle n'est pas complet. Là, c'est complètement différent. Je vais commencer par exemple par envoyer, sur un modèle de 1 million de polygones, je vais en envoyer 1000, bah, j'aurai tout le modèle en 1000 polygones. Ce sera moche, mais j'aurai tout le modèle. Et ensuite, quand je vais envoyer 1000 polygones de plus, je vais pas un nouveau modèle avec 1000 polygones, j'aurai un modèle avec 1000 plus 1000, 2000 polygones. J'aurai toujours le modèle complet, mais avec 2000 polygones, et ainsi de suite. Donc chaque chunk de polygones va s'ajouter au précédent pour former un truc de mieux en mieux défini à l'écran. Donc complètement différent de ce qu'on fait jusqu'ici. Ce qui est super intéressant avec cette technique, c'est que c'est complètement gratuit, ça coûte 0 en CPU, il y a un petit calcul fait sur le GPU,
Mais ça veut dire que dans la mémoire CPU, dans la mémoire GPU, le modèle à la fin, il prend la taille qu'il aurait pris au départ. Il y a un seul modèle. Et pour choisir le niveau de détail que je veux, j'ai juste à lui demander combien de triangles je veux dessiner. Je lui dis dessine-moi 3000 triangles de ce modèle. Ce sera 3000 triangles et j'aurai tout le modèle. Ok? Vous voyez la nuance? Je vais vous montrer une démo que je vais charger en Wi-Fi parce que sinon c'est pas drôle. Ok? Et c'est intéressant parce que justement, s'il y a des problèmes de bande passante, ça va être rigolo. Donc là, vous voyez le principe. Alors le premier niveau de détail, généralement, il est vraiment dégénéré. Et là, vous voyez l'idée que j'ai des polygones qui arrivent. Le nombre de polygones global augmente, mais j'ai toujours tout le modèle qui est visible. Chaque niveau de détail qui arrive contribue à la totalité du modèle. Et donc, ce modèle-là, qui est un scan 3D d'un Bouddha, il fait 1 051 000 polygones. Et avec seulement 5 à 7% de ce million de polygones, j'ai déjà quelque chose de visible et de compréhensible à l'écran. Donc là, vous voyez, je l'ai fait passer à la main. Donc, si je dis pas de bêtises, ça représente 7%. Ok? 7% du modèle. Donc déjà, là, je peux le charger et l'afficher. Et éventuellement, si j'ai besoin, je peux aller charger des niveaux de détail supplémentaires qui ne servent absolument à rien parce que je ne vois même pas la différence entre ça et ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, alors là, j'ai pas géré la molette, mais donc ça gère le niveau de détail. Quand je dézoome, il va dire dessine moins de triangles. J'aurai toujours le modèle complet, mais avec moins de triangles, donc plus de performance. Et quand je me rapproche, il va directement dire, bah du coup, affiche plus de triangles, et donc j'ai un meilleur niveau de détail. Mieux encore, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire j'ai besoin d'un niveau de détail supplémentaire, et je ne l'ai pas encore, va le télécharger. Et c'est comme ça qu'on peut prendre un modèle 3D, et naviguer à l'intérieur, et directement aller télécharger du niveau de détail pour tout ce qui n'est pas encore visible, et se balader dans une ville, dans un pays entier, avoir du chargement dynamique progressif comme ça. Enfin, ce qui est intéressant, dernier point sur des techniques, pour revenir au truc de résolution et de définition, parce que ça avait un vrai but, c'est que on va pouvoir dire quel est le niveau d'erreur en pixels qu'on veut à l'écran. Par exemple, je vais tolérer 4 ou 5 pixels ou 10 pixels. Donc normalement, si la démo marche bien, voilà, là je change ma tolérance, ce qui fait qu'il va me mettre en fait automatiquement un niveau de détail inférieur si la précision que je demande baisse. Ça sert à quoi, vous allez me dire? Bah, sur iPhone par exemple, quand j'ai un écran Retina, mais tout petit, j'ai énormément de pixels, c'est très très dense. Donc ma marge d'erreur, si elle est plus grande, ça ne se verra pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est que sur mobile, je vais demander une marge d'erreur plus grande, on ne verra pas le résultat, la différence à l'écran, parce que c'est très dense, mais derrière, je vais afficher peut-être 5, 10 ou 20 fois moins de polygones. Sans changer le modèle, sans le modifier, avec 0% de CPU, 0% de GPU, sans rien faire, juste dire, dessine-moi 1000 triangles au lieu de 5000 par exemple. Donc en l'implémentant, nous-mêmes, on n'y croyait pas trop, hein. Et ça marche, c'est absolument incroyable. Et donc le but, c'est de pouvoir générer comme ça des environnements de taille infinie. Voilà, que dire d'autre? C'est cool. Donc là, c'est la démo que j'ai fait juste avant. Donc j'ai mis le slide dans le mauvais sens. Juste pour revenir sur la démo et pour conclure, on a logué en 2 jours, on a trouvé un bug dans Chrome 38. Donc si les gens font du WebGL et trouvent des bugs sur les structs dans Chrome 38, il faut aller voir cet issue-là. C'est super agréable quand on fait un rush et qu'on ne dort pas pendant 3 jours de découvrir qu'il y a un bug dans Chrome 38 qui n'existait pas avant. Si seulement il faisait des releases moins souvent. Le projet fait environ 2000 lignes de code C++, donc c'est pas si gros que ça. Et en plus, on a fixé des bugs dans MScript10, donc on va faire des pull requests. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que tous les trucs commencent par web, WebVR, WebAudio, WebGL. Donc c'est un petit peu la partouze aux API navigateurs. Tout pour conclure. Là, je me rends compte qu'il fait sombre, c'est pas le moment de parler de partouze, mais... Ouais. Concernant le niveau de détail progressif pour la texture, parce que c'est quand même ça qui prend plus de place. Ça peut se faire aussi un peu en streaming. Alors, pour les textures, oui, on peut le faire en streaming. Après, il y a d'autres solutions encore, donc streamer du détail de textures différentes, par exemple, ou des compressions différentes. Donc ça, on le fait aussi, mais il y a plein de gens qui le font. Et les textures procédurales aussi, qui permettent d'être encore plus conservatifs niveau mémoire. Mais quand tu vas voir, par exemple, des gens qui font des moteurs d'avion, le poids de texture, c'est 0.
et ils sortent un modèle avec 10 millions, c'est le maximum qu'on ait fait la semaine dernière, c'est 10 millions de polygones qu'on a réussi à streamer dans le navigateur. Et ces 10 millions de polygones, ça te prend, si c'est un fichier OBJ, ça prend plus de 800 mégas. Si tu gères un niveau détaillé en plus, tu rajoutes 75%, donc tu arrives à 1 Go 3, 1 Go 4. Si tu prends Collada, le format standardisé ISO pour le web, tu pètes ça jusqu'à 2 Go, tu vois. Donc essaie de charger un fichier 2 Go dans ton navigateur, ça marchera pas. Donc oui et non, les textures, oui c'est lourd, mais il faut pas négliger la géométrie. Si tu prends un scan 3D d'une ville et que tu te balades à l'intérieur, tu auras sûrement pu faire plein de choses pour récupérer des bouts de texture, etc. La géométrie, par contre, tu ne pourras pas faire grand chose. Donc ça reste important. Voilà. Un autre projet, c'est par exemple de streamer Mars en 3D à l'échelle 1. Et faut quand même streamer la géométrie. Okay. Donc ça reste important. Ouais. Ouais, donc pour un usage complètement interactif, ces niveaux de détail incrémental, tu as besoin de mettre à jour des ressources graphiques. Ouais. Les textures ou Vertex et Index Buffer. T'as pas un problème avec WebGL qui n'autorise pas la mise à jour asynchrone, la création asynchrone de ressources? Si, c'est un problème. Alors ce qu'on fait en fait ici, pour éviter justement de faire des réallocs et pour des questions de simplicité, c'est qu'en fait on alloue tout le buffer directement et qu'on va juste pousser des données aux endroits qui nous intéressent. Donc c'est-à-dire quand on pousse, on va pousser, ça va être assez léger généralement. Un niveau de détail, ça peut aller de 1000 à 100 000 polygones, c'est très variable. Du coup, tu supposes que tout le jeu de données rentre en RAM en fait? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Parce qu'il y a une des choses effectivement qu'il faut corriger. Donc quand on dit qu'on va charger à la volée, ça veut aussi dire qu'il faut décharger à la volée, évidemment. Ouais. Un truc important, c'est que c'est partitionné aussi, et que donc du coup, on a déjà une logique qui fait qu'en fonction de la taille des objets et de leur densité en termes de détail, mais aussi du coup en fonction de ce qu'on peut mettre sur un GPU, on peut partitionner et gérer intelligemment la mémoire par la suite. Ça répond à ta question? Ouais. Oui. Une question de... Ah, mais je l'ai fait dans l'ordre parce que sinon c'est pas sympa. En plus il ressemble à Hitman donc ouais. Le web VR, du coup, il faut une version assez spécifique, que ce soit pour Chrome ou Firefox pour le faire marcher. Ouais. Quand est-ce qu'on peut espérer l'avoir sur des versions moins obscures et même, pourquoi pas, grand public Il y a des gens qui peuvent répondre. Serait-ce qu'une année ou une décennie, ça va. C'est dur à dire. Pour le moment, chez Chrome, il y a un gars qui fait ça dans son temps libre. Ah oui, d'accord. Et chez Mozilla, on a un ingénieur, le mec qui a fait WebGL, Vladimir, et un designer. Et donc ça avance Siri. Donc il n'y a pas encore de milestone. Vraiment, là, c'est que des gens qui s'amusent à faire des trucs cool. Mais ça avance. Il n'y a pas un product manager derrière qui tape sur les doigts des ingénieurs pour que ça aille vite. Il faudrait. Alors, ce qui est quand même, sur un PC où l'Oculus marche sans latence, les performances sont vraiment excellentes. C'est-à-dire que ça passe directement par le code natif et l'overhead JS, c'est pas si significatif que ça. Qui fait que si c'était implémenté comme un standard, et que du coup on avait une gestion intelligente des ressources, ce serait tout à fait crédible d'avoir des applications de VR qui sont aussi performantes que du natif. Voilà. Un truc dont j'ai pas parlé, mais grâce à des optimisations qu'on fait en C++ aussi, on travaille sur une nouvelle bêta du moteur, donc qui peut afficher plus de 100 000 objets en natif sur un PC à l'écran, donc ça fait des scènes de millions d'objets. Sur un jeu, par exemple, à l'écran, un jeu commercial, il y a pour les plus conservatifs 600 à 800 objets, et pour les pires, c'est 3000, 5000, peut-être 10 000. Donc on va largement au-delà de ça. Et en WebGL, c'est beaucoup moins performant, mais on monte quand même jusqu'à 10 000 objets. Afficher un instant T, 10 000 draw calls, pour être plus précis. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire des vrais trucs, et la VR, elle est performante dans le navigateur avec WebVR. Donc c'est pas un draft, c'est juste pour rire, mais techniquement c'est crédible en tout cas. Sur les histoires de LOD, T'es sûr? Forcément. Bah oui. Ouais, j'étais curieux en fait, est-ce que parce que ça ressemble en fait au papier qui était SIGGRAPH il y a 2 ans, est-ce que c'est basé là-dessus ou... C'est basé sur un papier de SIGGRAPH 2013. Non, ouais, c'est pas SIGGRAPH, mais c'est 2013. Donc ouais, donc enfin ok d'accord. C'est possible, ouais, tout à fait, ouais. Il y en a eu un aussi au dernier SIGGRAPH. Je sais pas si c'était le même en fait, mais du coup qui parle aussi de l'autre. C'est un papier de Freedom. Enfin, des 2 mecs qui bossent, de chercheurs chez Freedom. Je sais plus. Ok. Je te dis, mais juste j'en ai Ouais, vu c'est un, inspiré de ça, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Ouais, ouais. C'était C'est inspiré de ça.
Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quand tu prends un... Enfin, le truc qu'on néglige, c'est quand tu prends ton OBJ de 800 mégas, en fait, même Minap native, elle n'arrive pas à le charger. Et on a dû passer par des VM Amazon qui ont 32 ou 64 Go de RAM pour charger les trucs. Et c'est là qu'on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que même si tu arrives à les fichiers en WebGL, avant en amont, t'as du truc que tu soupçonnes pas, quoi. Et c'est marrant qu'en natif, on n'arrive pas à le gérer déjà. De toute manière, l'OBJ, il faut juste pas le charger comme ça. Ouais, voilà. Même un FBX qui fait 250 ou mégas, ça marche pas très bien non plus, quoi. Ouais. Tu disais, donc là, vous avez à peu près 2 minutes de code, c'est ça, en C++? Pour le jeu, ouais. Pour le jeu, et du coup, avec le moteur, ça fait... Alors, le moteur lui-même, parce que donc il y a le moteur et les plugins. Les plugins, ça intègre du code third party, donc par exemple Async, Bullet, etc., etc. En tout, dans le SDK, il y a 1 million de lignes de code. Tout ça, on le compile et on le link, et on a déjà fait des projets avec qui utilisaient quasiment le million de lignes de code. Ouais. D'accord. Et du coup, quand vous utilisez le million de lignes de code, avec Mscripton, ça fait quoi comme temps de compilation? Alors, c'est surprenamment rapide. Ça va plus vite que Visual Studio. Ouais, mais est-ce que ça va plus vite que GCC ou Clang? Parce que Visual Studio, il est très lent en fait. C'est vrai, surtout le 2013. En fait, c'est comparable avec ce que tu as avec du Clang. Alors, ça dépend des versions. C'est comparable, ça veut pas dire que c'est aussi rapide. Mais honnêtement, par rapport à il y a un an, ça a beaucoup évolué. Et c'est pas un gros problème en fait. C'est-à-dire qu'on le ressent pas comme un problème par rapport à quand on compile en natif pour Linux par exemple. On voit pas franchement la différence et c'est pas spécialement énervant. Et du coup, à full rebuild, vous mettez combien de temps à peu près? C'est une bonne question. Si tu veux venir, on peut le faire sur le laptop. Ça va super vite. J'en ai aucune idée, mais c'est de l'ordre de... Sur un SSD... Alors, généralement, le plus gros bottleneck, c'est le disque dur. Et sur un SSD, ça va, je sais pas, quelques minutes. Je sais pas, peut-être 5 minutes. J'en sais rien, mais c'est très rapide. Si je sais pas, c'est que j'ai pas trop fait l'effort de mesurer, donc c'est que ça m'a pas trop emmerdé, mais c'est surprenamment rapide. On va prendre encore 2 dernières questions et après il faudra enchaîner, parce qu'il y a encore 2 talks. Moi c'était juste sur les histoires de plugins, là justement par exemple, tout ce qui est histoire, enfin tout ce qui est lib PNG, JPEG, ce genre de choses, en fait c'est packagé aussi ou en fait ça utilise en fait les libs du browser? Enfin, alors, là pour l'instant c'est packagé. Parce qu'on voulait pas s'emmerder à aller faire des forks en fait selon si c'est natif ou pas. Donc on a des implémentations de... alors c'est pas forcément l'IPNG mais des parseurs PNG ou JPEG qui sont écrits en C ou en C++ et qui sont du coup valides pour toutes les plateformes qu'on cible, HTML5 ou iOS confondus. Voilà. Mais c'est plus de la paresse qu'autre chose. Et quelle est la taille de votre JS cross-compilé du C++ en JS? Là pour le jeu par exemple, on peut comparer le binaire natif qui fait 2 mégas. Alors c'est de la super grosse triche parce qu'il y a plein de DLL autour qui sont pas comptés, y compris les DLL système comme les DLL Visual Studio, les redistribuables. Et à côté tu peux comparer avec la taille du binaire HTML5 qui est ici, qui fait 3 mégas 8. Donc compressé en gzip ça fait 800 ou 600 kg, je sais plus. Et là pour le coup qui n'a aucune dépendance. Donc là il n'y a pas genre des fichiers JS, des DLL qui traînent à côté, il y a tout dedans, tout. Il y a la libc, en tout cas les boucles j'utilise de la libc, etc. Donc c'est très petit. C'est très petit. Et est-ce que tu as un facteur de scale entre le nombre de lignes C++ et le nombre de lignes JS que tu obtiens à la fin? C'est une des qualités de C++, c'est que tu peux en une ligne générer 30 mégas de code. Donc même en C++, en natif tu l'as pas, et là tu l'as pas non plus. Mais on doit y avoir une heuristique. Mais généralement la taille du fichier est très satisfaisante par rapport à ce que ça fait. Quand on intégrait par exemple la VMLUA, 5 ou 6 parseurs de fichiers 3D, des chargeurs de PNG, de JPEG, plein de trucs, on obtenait un binaire qui faisait 9 mégas, avec Bullet aussi, le moteur physique. C'était 9 mégas, gzip ça fait 1,2 mégas. Donc par rapport à n'importe quel AC 3D qui va faire directement 50 mégas, c'est insignifiant quoi. Donc c'est pas du tout un problème. Le problème que ça pose surtout c'est que quand tu charges dans le navigateur, dans IE ou dans Chrome, ça va être un peu lent, là où Firefox gère du cache intelligemment et c'est plus rapide. Voilà. Si vous avez des questions, je suis dispo après de toute façon pour le...